On ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention, pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Volodymyr Zelensky était à Paris, mais c'est vers l'Europe centrale que je vous invite aujourd'hui à regarder, et non vers la lettre d'intention pour 100 rafales signée entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. L'Europe centrale, en effet, porte très bien son nom. Viktor Orban est au centre du jeu, lui, le dirigeant d'un petit pays enclavé de 9 millions d'âmes. Il est entre l'Est et l'Ouest, il est soutenu par Trump, nous allons en parler. Il est aussi soutenu d'une certaine manière par Vladimir Poutine, tandis qu'il est conspué par Bruxelles et par Kiev. Dernière offensive du Hongrois, il a annoncé le 14 novembre porter plainte contre l'interdiction décidée par l'Union européenne des hydrocarbures russes d'ici 2027. Et il refuse l'entrée de l'Ukraine au sein de l'UE. Alors pourra-t-il résister ? Eh bien pour en parler, je reçois Thibaut Giblin, chercheur au Matthias Corvinus Collegium de Budapest et auteur de l'essai « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne ?» Thibaut Giblin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu une nouvelle fois présent à l'appel du Choc du Monde. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici à Paris alors que vous êtes à Budapest le reste du temps. Comme vous le voyez sur la carte, la Hongrie reçoit, elle est toujours alimentée en pétrole russe via l'oléoduc Druzhba. Orban soutient que les sanctions européennes contre Moscou n'ont pas été votées à l'unanimité, comme devraient l'être les sanctions au sein de l'Union européenne. L'Union européenne veut faire passer ces sanctions pour des mesures commerciales qui peuvent être votées seulement à la majorité. Alors le Premier ministre hongrois veut contester ce passage en force à la CJCE. A-t-il une chance, selon vous, Thibaut Giblin ? En fait, on est dans un rapport de force qui dépasse de loin maintenant les questions de droit. Puisque cette question de l'acheminement énergétique, c'est une question de vie ou de mort économique. Si bien qu'on va y revenir, le principal motif du voyage de Viktor Orban à la Maison-Blanche, ça concernait que l'exemption accordée par l'Amérique pour fermer les yeux et laisser la Hongrie s'approvisionner en énergie bon marché de Russie. Mais c'est aussi un signe positif qui fait que maintenant, l'industrie allemande souhaite sortir aussi des sanctions des sanctions vis-à-vis des énergies russes, parce que c'est la seule manière de rendre l'industrie allemande compétitive. Donc, on voit que le rapport de force, il ne va pas se dessiner uniquement à la Cour de justice. La Cour de justice sera peut-être simplement la manière dont seront formulés des rapports de force qui vont se discuter derrière, je dirais, le rideau, et qui mettent aux prises ceux qui font passer des intérêts concrets d'existence économique et ceux qui voient dans la séparation, mais je dirais définitive, de la Russie et du prolongement eurasiatique qu'est la Russie, quelque chose de nécessaire, entre la rupture entre l'Europe et la Russie. Certains estiment que l'Hongrie pourrait se passer de pétrole russe. Vous n'y croyez pas du tout ? Alors même, il faut voir les choses clairement, la proportion du pétrole russe dans la consommation hongroise,
elle a augmenté depuis la guerre en Ukraine. Maintenant, c'est 86%. 86%. Et il faut rappeler que le pétrole brut n'est pas le même partout. C'est bien que les raffineries hongroises sont faites pour raffiner ce pétrole qui vient de Russie. Et cette matière première si précieuse, qui a ses 100 000 dérivés, elle est importante pour l'économie, évidemment, pour l'économie hongroise, et elle est aussi décisive pour la survie des ménages hongrois. Donc, il y a beaucoup d'éléments, je dirais, de politique intérieure qui dépendent de la moindre cherté de l'énergie importée de Russie. Ce qui est évident, c'est que la Russie met tout dans la balance. La Hongrie met tout dans la balance pour ne pas céder à cette pression et pour conserver cet avantage comparatif d'avoir une énergie bon marché. Bon marché. Depuis le début de la guerre, Orban a toujours protesté contre les sanctions européennes, il s'y oppose, mais il a finalement tout accepté. Fera-t-il de même cette fois-ci avec ces sanctions contre le pétrole ? Alors là, en fait, précisément, on change d'échelle, en fait. C'est-à-dire que le fait de ne pas envoyer certains composants, de se priver de certains biens ou services venant de Russie, finalement, c'est quelque chose de relativement secondaire. Et surtout, c'est quelque chose qui est très largement contourné par tous les acteurs économiques, à commencer par, évidemment, l'Allemagne et la France, où en fait on fait du commerce via le Kazakhstan, via d'autres pays d'Asie centrale, qui sont en fait des plateformes via lesquelles on continue d'avoir des affaires avec la Russie. Donc la manière de pouvoir contourner ces sanctions fait qu'on peut accepter formellement de les mettre en place parce que les grands acteurs économiques européens sont les premiers à ne pas les respecter. En revanche, pour le pétrole, c'est vrai que l'Europe achète énormément d'hydrocarbures via l'Inde. Et évidemment que c'est l'Inde qui raffine du pétrole russe. Donc il y a cette triangulation qui s'opère aussi sur les énergies. Pour la Hongrie, c'est un blocage qui, pour l'instant, elle a réussi à sanctuariser. Et le fait que Viktor Orban ait obtenu de la Maison-Blanche directement une exemption laisse penser que ça va rester comme ça. Alors, vous évoquez cette entente entre Donald Trump et Viktor Orban qui a été formalisée il y a 10 jours à peine. En fait, Orban veut obtenir de l'UE, d'Ursula von der Leyen, ce qu'il a obtenu de Donald Trump, si j'ai bien compris. Le 7 novembre, alors qu'il était à la Maison-Blanche, Trump a exigé que les Européens sanctionnent le pétrole russe, rappelons-le, mais il a accepté d'exempter la Hongrie des sanctions imposées aux pays qui commercent avec la Russie. Alors, en contrepartie quand même, il y a quelques contreparties. Budapest s'est engagé à acheter pour 600 millions de dollars de gaz naturel liquéfié américain, mais aussi de l'uranium. Trump a glissé à la suite de la rencontre avec le Premier ministre hongrois. Il est reparti avec ce qu'il était venu chercher. Orban est reparti avec ce qu'il était venu chercher. Pour résumer, c'est un triomphe diplomatique pour Viktor Orban. Alors oui, clairement, parce que là, on parle quand même d'une asymétrie incroyable entre les États-Unis, qui sont un pays de 350 millions d'habitants, et la Hongrie. Le fait que Orban soit reçu en grande pompe et qu'il soit choyé par Donald Trump, ça démontre qu'il a une stature internationale qui va bien au-delà de la taille de la Hongrie. Ensuite, il faut bien comprendre que Viktor Orban et Donald Trump ne sont évidemment pas d'accord sur tout, à commencer par l'accord qu'a extorqué Donald Trump à Ursula von der Leyen au mois de juillet dernier, avec donc la captation de l'épargne européenne pour financer l'économie américaine, des achats absolument colossaux d'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, cet achat de GNL que Viktor Orban a consenti, auquel il a consenti en contrepartie de l'exemption, c'est 0,08% du montant que l'UE va acheter aux États-Unis en fait d'énergie. Donc on est sur évidemment des ordres de grandeur tout à fait différents. Par ailleurs, et là il faut bien le signaler, Ursula von der Leyen ne devrait pas s'opposer à l'achat, enfin à la coopération euro-russe, puisque c'est l'intérêt économique indéniablement de l'Europe. Le fait d'avoir l'énergie la moins chère, c'est évidemment un atout. Et d'ailleurs, on ne peut pas comprendre la place que prend la Chine aujourd'hui dans l'économie mondiale si on exclut cette énergie russe qui arrive à flot
ininterrompue de Sibérie. Il y a l'usine chinoise et les ressources énergétiques russes. Et évidemment que ce qui se passait depuis le début du XXIe siècle, qui a été mis en place dans les premières années de Vladimir Poutine avec l'Union européenne, c'était une synergie similaire avec le moteur industriel européen qui a de l'énergie russe. Donc il faut bien saisir que les États-Unis voient l'Europe comme un concurrent, que, en revanche, Ursula von der Leyen ne fait pas la politique de l'intérêt européen, et c'est ce qui rend d'autant plus exceptionnelle cette entente entre Viktor Orban et Donald Trump. Il faut bien en prendre la mesure, c'est que, alors que ce n'est pas forcément l'intérêt américain, Viktor Orban obtient une exemption, Viktor Orban obtient une forme de privilège, parce qu'il y a une estime réciproque entre les deux hommes. Et qui date quand même d'il y a un certain nombre d'années. En fait, était si surprenant après tout. En fait, elle a été cultivée depuis longtemps, puisque dès l'été 2016, quand Donald Trump était un outsider complet, Viktor Orban s'est positionné en sa faveur, en disant que c'était l'intérêt d'une nation libre de voir un candidat America First, un candidat rendre à l'Amérique sa grandeur, s'imposer au détriment d'Hillary Clinton. Et cette coopération s'est toujours maintenue. Voilà, il y a toujours... Et donc, l'estime des deux personnages a grandi, je dirais, et c'est formalisé avec le temps. Est-ce que c'était si évident que ça ? Je crois qu'il ne faut pas le penser. Je discutais avec des personnes qui faisaient partie de cette délégation et qui étaient à Washington il y a 8 jours. Ils étaient frappés de voir... le succès qu'ils n'espéraient qu'à peine, puisque pour eux, évidemment, cet accord, il est le fruit de tractations et de négociations qui ont lieu depuis 10 mois. Et on ne pouvait pas, évidemment, avoir la présomption d'imaginer que le président des États-Unis aurait cette compréhension de la singularité hongroise et ferait finalement une fleur à Viktor Orban. Oui, c'est une fleur, clairement. Alors, venons-en au conflit ukrainien à proprement parler, puisque Viktor Orban a une voix très particulière face à celui-ci. Rappelons que, selon lui, le conflit ukrainien tue économiquement l'Union européenne, alors même que Kiev, selon lui, ne peut pas gagner. Il l'a encore d'ailleurs répété hier au journaliste allemand Matthias Döpfner. On a cru, il y a 4 semaines, à une rencontre entre Trump et Poutine à Budapest, voire même avec Zelensky. Elle n'a pas eu lieu. L'espoir existe-t-il encore, à votre avis, Thibaut Geblin ? Alors oui, cette annonce, elle a été faite. Et évidemment que c'est une belle reconnaissance pour la Hongrie, puisque la Hongrie, du coup, s'affirme comme le seul pays d'Europe qui peut avoir des interactions constructives avec à la fois, évidemment, Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est d'abord la réalité militaire qui va déterminer l'existence ou non de négociations. Or, la Russie avance, c'est vrai que la chute de Pokrov, c'est quand même un traumatisme pour l'armée ukrainienne. Et donc, la réalité, c'est que Poutine n'a pas de concession à faire là tout de suite. Donc, et Donald Trump, lui, ne veut pas, si vous voulez, reproduire cette espèce de désillusion de la rencontre qu'il y a eu en Alaska et qui était perçue comme un moment où le conflit va être résolu. Parce que même le président des États-Unis ne se déplace pas pour des prunes. Et même chose d'ailleurs pour Vladimir Poutine. Donc l'idée de rendre une rencontre, un sommet aussi, je dirais, formel et finalement banal qu'un G20 ou un G7, G8, où on fait des photos et rien n'aboutit, non, c'est pas possible. Donc la rencontre de Budapest aura lieu, telle que les choses ont été formulées. Elle est reportée, mais elle n'est pas annulée, mais elle n'aura lieu que s'il y a effectivement un accord qui est au bout, je dirais, de la négociation. Alors, l'opposition entre Orban et Zelensky est forte depuis le début du conflit, bien sûr, puisque Orban est le premier critique au sein de l'UE de Volodymyr Zelensky, pour dire les choses simplement. Kiev exhorte le Premier ministre hongrois à reconsidérer son opposition à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Je vous propose, Thibaut Geblin, de faire le point là-dessus pour que tout soit clair.
Volodymyr Zelensky a appelé Viktor Orban à ne pas bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. « Nous aimerions vraiment que le Premier ministre hongrois nous soutienne, ou du moins qu'il ne nous bloque pas », a-t-il déclaré le 4 novembre au cours d'un forum sur l'élargissement de l'UE organisé par Euronews à Bruxelles. Entamée tambour battant au début de la guerre, la procédure en vue de l'entrée de l'Ukraine au sein de l'UE est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Ce processus d'adhésion exige l'unanimité des 27 États membres et Viktor Orban s'était éclipsé en décembre 2023 du sommet des dirigeants pour laisser les pourparlers avec Kiev s'ouvrir. Mais depuis, le dirigeant hongrois a décidé de geler de facto le processus d'adhésion en usant de son droit de veto. Viktor Orban affirme qu'une entrée de l'Ukraine dans l'UE ruinerait cette dernière. L'Ukraine protège actuellement toute l'Europe de la Russie, fait de son côté valoir Volodymyr Zelensky en vain. Et selon Volodymyr Zelensky, le veto d'Orban, je cite, apporte un soutien explicite à Poutine. Est-ce vrai, est-ce faux, selon vous, Thibaut Gibelin ? Alors dans la communication hongroise, on explique que faire rentrer l'Ukraine dans l'UE, c'est servir les intérêts de la Russie. Et pourquoi ? Parce que en fait, ça ruine et affaiblit l'Europe. Et ce qui affaiblit l'Europe est donc dans l'intérêt de la Russie, selon le narratif occidental. Bon, il y a évidemment là-dessus un côté pirouette intellectuelle, mais ce qui est certain, c'est que Viktor Orban voit l'intérêt, évidemment, de sa nation, c'est vraiment son mot d'ordre, la nation d'abord, mais dans le prolongement et la continuité nécessaire, eh bien, c'est l'intérêt européen qui est vu. Ce qui est certain, c'est que l'Ukraine est un pays, donc évidemment ruiné. On a vu, pas plus tard que ces derniers jours, le dernier scandale de corruption sur les énergies, et aussi sur les livraisons d'armement. Deux démissions du ministre de la Justice et du ministre de l'Énergie, en effet. Qui s'enfuient à l'étranger. Et on parle quand même d'un montant d'environ 100 millions de dollars d'argent détourné sur ces questions énergétiques. Donc, faire rentrer un pays dont les frontières ne sont même pas déterminées. Vous voyez, tout est faussé dans ce débat. On sait que la Serbie, le Monténégro, etc., des pays des Balkans, qui seraient aisément assimilables au marché européen, enfin à l'Union européenne, sont sur la liste d'attente depuis des années. Donc il y a quelque chose de précipité, de chaotique. Ce qui est certain, c'est que du point de vue de l'Union européenne, dans son expression un petit peu fédéraliste, la manière d'intégrer l'Ukraine, ça sert simplement à faire payer par les Européens la reconstruction et avec des perspectives qui sont très floues. Ce qui est un peu moins flou, et là on a quelques éléments, c'est la question du budget pluriannuel de l'UE. Vous savez que l'Union européenne a des budgets pluriannuels sur la période de 7 ans, on est sur la période 2021-2027, et on est en train de préparer le budget 2028-2034. Là-dessus, les perspectives sont gravissimes. C'est-à-dire qu'on a une politique agricole commune qui serait diminuée d'environ 30%, pour que l'argent soit alloué à une défense européenne. Faire des armes, non, pour faire la guerre. On sait que la France est la première récipiendaire de la PAC et que déjà nos agriculteurs ne s'en sortent pas. On sait aussi que ce budget, il inclut l'intégration potentielle de l'Ukraine. Et donc, en fait, une énorme partie de la PAC irait à l'économie ukrainienne. Dans ce contexte, évidemment que l'intégration de l'Ukraine n'est pas dans l'intérêt des nations d'Europe. Et donc, le reproche fait à la Hongrie d'avoir une forme d'égoïsme sinistre et de refuser ce qui semble être une forme de fraternité nécessaire, etc., c'est un biais. On est dans de la propagande de guerre et on n'est pas du tout dans l'analyse ni chiffrée, ni même politiquement viable de la situation. Alors, justement, pour en revenir à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, Antonio Costa, le président du Conseil européen, travaille pour que la suite de la procédure, bloquée donc de facto en partie par Budapest, se poursuive aussi à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité. On est toujours dans ce petit jeu de majorité qualifiée contre l'unanimité. Ce serait donc un nouveau passage en force de Bruxelles. Orban peut-il empêcher cette adhésion de l'Ukraine encore dans les circonstances actuelles ? Alors, je pense, parce que, en fait, là-dessus, la Hongrie est la seule à afficher clairement une position contraire à la doxa.
mais d'autres pays, je pense, sont aussi de cet avis. Voilà. Par ailleurs, pour réformer la manière dont, enfin, ce qui est voté à l'unanimité, et donc sortir les champs de compétences qui relèvent d'un vote à l'unanimité et les faire passer à la majorité qualifiée, il faut que tout le monde s'accorde. Et donc tant que la Hongrie dit non, ça ne se fera pas. Hein. Il y a aussi l'Italie de Giorgia Meloni qui est quand même très arc-boutée sur le maintien de cette... et ce qui est encore plus légitime, je dirais, et plus compréhensible pour un grand pays constitutif initialement de la construction européenne. On peut pas imaginer que l'Italie se départisse comme ça d'un pan supplémentaire de sa souveraineté. Donc il me semble que on va aller vers donc une plus grande opposition au sein du Conseil de l'UE, et ce sera la même chose que vis-à-vis de la question énergétique. La Hongrie ouvre un peu le chemin, Viktor Orban sort de la tranchée, et ça peut cristalliser une position européenne un peu plus alternative. Alors qu'il a souvent été considéré comme très isolé au sein de l'Union européenne. J'aimerais revenir sur un événement qui est passé totalement inaperçu ou presque en France. Le 20 octobre dernier, une raffinerie avait été frappée d'un incendie à Zalombata en Hongrie. Le même soir, une autre l'a aussi été en Roumanie. Elles raffinent toutes deux du brut russe. Croyez-vous au hasard, Thibault Gibelin ? Alors, dans les le lendemain de cet incendie, Viktor Orban avait indiqué qu'on ne savait pas si c'était d'origine criminelle ou si c'était purement accidentel. Plus tard, le PDG de MOL s'est exprimé et a dit que c'était une question technique. Et rien n'a filtré d'autre. Ce qui est sûr, c'est que ça rappelle très péniblement ce qui s'est passé avec Nord Stream. C'est-à-dire que quand on ne se coupe pas de l'énergie bon marché russe, on remédie au problème par un attentat, mais pour l'instant, il n'y a aucun élément qui permet de conclure en ce sens sur les raffineries. On a entendu pas mal d'années, justement, pour être un peu plus au clair sur le Nord Stream. Maintenant, on sait clairement que les Ukrainiens avaient la main dans le... Ce qui est certain, c'est que du coup, la surveillance des raffineries est renforcée, puisque il n'y a aucune raison d'exclure, évidemment, des menées qui soient criminelles. Puisque, évidemment, sur le plan légal, cet accord historique qui a eu lieu le 7 novembre exempte la Hongrie de se couper du pétrole. Les tensions sont quand même fortes entre Volodymyr Zelensky et Viktor Orban. Peut-il remporter un peu son duel face à Volodymyr Zelensky au sein de l'Union européenne, à votre avis ? Alors déjà, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, et je ne crois pas que ce soit un duel. Moi, je parle vite, Orban. Mais la réalité, c'est que Zelensky est, je dirais, la tête d'affiche du jusqu'au-boutisme guerrier. Rappelons qu'il a été élu en 2019 face à Petro Poroshenko sur un programme d'apaisement. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, Viktor Orban n'a pas toujours été l'adversaire de Volodymyr Zelensky à son élection. Et donc la Hongrie a évidemment félicité le vainqueur et a souhaité ardemment que ça mène effectivement à cet apaisement dans le Donbass, qui était à cette époque-là dans une sécession partielle. Personne n'imaginait la guerre de grande envergure telle qu'elle s'est déchaînée depuis 2022. Donc, la question pour Viktor Orban, c'est quand est-ce que ceux qui soutiennent Zelensky et la guerre à tout crin vont venir à la table des négociations et admettre simplement que la guerre est militairement intenable du point de vue des forces armées ukrainiennes. Oui, c'est ce que Viktor Orban ne cesse de répéter. Il doit aussi se battre sur le front intérieur, on a envie de dire, Viktor Orban. La situation est fragile, semble-t-il, au sein même de son pays. Les législatives sont dans 5 mois. Orban doit donc faire face à un opposant, Péter Magyar. Orban a gagné les 4 dernières élections. Peut-il perdre la 5e face à cet ancien allié qui mène une campagne anti-corruption ? Alors, c'est pas un ancien allié, Péter Magyar. C'est-à-dire que c'est l'époux
enfin l'ex-époux d'ailleurs, l'ex-époux de celle qui fut ministre de la Justice, Judith Varga. Donc c'est quelqu'un qui, par son mariage, était intégré de façon un peu organique au Fidesz, au parti qui est au pouvoir et qu'a fondé Viktor Orban. La situation, elle est vraiment paradoxale. Parce que d'un côté, si vous voulez, on a une véritable opposition structurée, militante, et on l'a vu avec ce jour férié en Hongrie du 23 octobre qui célèbre l'insurrection anticommuniste, le meeting organisé par le parti TISA, qui est le parti de Peter Magyar, a rassemblé beaucoup de gens. Un peu moins que celui du parti au pouvoir, le Fidesz, mais on est quand même sur, en effet, une montée en puissance évidente, avec de la frustration, aussi le mécontentement avec l'usure du pouvoir, simplement, parce que le Fidesz est au pouvoir depuis une quinzaine d'années. Mais ce qui est intéressant, c'est que Peter Magyar dit exactement la même chose que Viktor Orban. C'est-à-dire que dans le discours, on est sur la même politique nationale, avec un refus des injonctions occidentales, etc. Mais Peter Magyar est soutenu à bout de bras par l'Union européenne. Il est intégré au PPE, qui était le parti autrefois du Fidesz, enfin le groupe politique auquel le Fidesz appartenait. Et il y a une forme de double discours qui est un petit peu louche aux yeux même des Hongrois. C'est-à-dire que le TISA s'apprête à intégrer dans la politique hongroise toutes les injonctions de Bruxelles en termes de l'organisation de migrants, en termes de soutien à la guerre en Ukraine, etc. Si bien que la position sur le plan du discours, qui est très patriote dans le parti TISA, ce qui fait quand même qu'on a tout le monde est patriote en Hongrie quasiment sur l'échiquier politique, c'est une situation assez surprenante d'un point de vue français, mais ça ne se retrouve pas dans les perspectives de politique concrète si jamais le TISA arrivait au pouvoir. Ce que je pense, c'est que la manière dont le TISA se met en valeur, c'est une forme de rhétorique éminemment populiste, avec le côté ras-le-bol et dégagiste. Et ça me fait un petit peu penser, si vous voulez, à ce qu'on pouvait avoir en France en 2002 entre un Jean-Marie Le Pen, qui pour le coup donc, serait Peter Magyar, et qu'est-ce que c'est Viktor Orban aux yeux des Hongrois ? C'est plutôt du Jacques Chirac. C'est-à-dire que c'est le sortant, c'est une forme de politique à laquelle on est habitué, on sait ce qu'on a. Il y a de la lassitude, évidemment, mais on ne le perçoit pas comme quelqu'un déjà de dangereux, de véhément, d'excessif. Vous voyez ? Donc on est complètement, je dirais, à front renversé par rapport à la perception qu'en France on a en termes de droite nationale, en termes de nationalisme ou autre. À front renversé donc, ce sera le mot de la fin. Thibaut Gibelin, merci beaucoup d'avoir une nouvelle fois répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Matthias Corvinus Collegium de Budapest. Merci encore et à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci à tous et à bientôt.